Mesdames et messieurs, bon après-midi. Je vous salue à l'occasion de ce débat sur la liberté, la responsabilité et les restrictions des médias. Je souhaite remercier les organisateurs du Forum mondial pour la démocratie qui ont permis l'organisation de ce débat. Je souhaite remercier l'organisateur en chef de cet événement, M. Jean-Louis Laurent, et toutes les personnes qui ont permis l'organisation de ce forum. Je souhaite remercier également Milicia Eddy du International Herald Tribune et qui va animer ce débat aujourd'hui. J'espère que ce débat va permettre justement une réelle discussion. Vous aurez la possibilité de vous exprimer et de le faire en ligne. D'ailleurs, également, vous verrez l'invitation en ligne à tweeter et également à ce que ceux qui vous suivent tweetent également et puissent participer au débat sur l'écran où vous avez l'adresse tweet exacte pour cet événement. Sans plus attendre, je donne la parole à Melissa et je vous souhaite une discussion intéressante. Merci Dan, merci à l'ensemble des organisateurs, comme Dan l'a dit. Merci pour votre travail, merci à ceux qui sont présents aujourd'hui. Nous nous réjouissons d'écouter vos questions. Nous avons un ensemble d'intervenants éminents. Avant de vous les présenter tous en une fois, je vais vous les présenter avant chaque question. Nous allons commencer par la dame qui est sur ma gauche, qui n'a pas besoin d'être présentée. Il s'agit de Madame Tawakkol Karman du Yémen, lauréate du prix Nobel de la paix 2011. Elle a joué un rôle très actif car elle a permis de déclencher une révolution au Yémen. Une révolution qui, et c'est intéressant, n'a pas forcément commencé dans le cadre de ce qu'on appelle le printemps arabe ou l'éveil arabe. Ça n'a pas commencé en ligne ou grâce aux médias sociaux, mais ça a commencé à l'ancienne, d'une certaine manière, pour ceux d'entre nous qui travaillons toujours dans les médias à l'ancienne, avec des brochures et des messages à la radio. Et puis ensuite, cette révolution a pris un élan. Alors, Madame Karman, à votre avis, quel rôle ces deux éléments des médias ont-ils joué pour permettre le changement, pour soutenir la démocratie? Est-ce que les médias sociaux sont plus efficaces? Est-ce que nous en avons plus besoin? Est-ce que les médias traditionnels souffrent en raison des médias sociaux? Et est-ce qu'à votre avis, il va être possible d'entraîner le changement dans nos démocraties? Je vous remercie. En réalité, je pense que les médias, de manière générale, sont effectivement un vecteur essentiel de libération, d'émancipation des peuples. C'est le moyen le plus efficace de refuser le despotisme, de défendre les libertés et pour réaliser donc un changement démocratique. Il ne peut y avoir de démocratie sans cette colonne vertébrale que sont les médias, qui est la liberté d'expression et la liberté de rassemblement. Ces médias que vous avez mentionnés, donc les médias d'une part traditionnels et les médias sociaux d'autre part, eh bien, ils se basent sur la même idée, sur le même concept. C'est le droit de s'exprimer, le droit à l'expression d'une part, puis le droit de mouvement. C'est-à-dire le droit en fait d'utiliser les manifestations, les rassemblements pacifiques pour faire passer des idées. Aujourd'hui arrivent donc ces médias sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Et avant, il y avait déjà des blogs, il y avait déjà des forums aussi. Nous nous sommes servis de tout ce qui était à notre disposition au Yémen, bien avant les révolutions du printemps arabe. Nous les avons utilisées de manière très simple en réalité. Les journaux écrits, la presse écrite, et aussi un autre moyen qui autrefois était le monopole de l'armée, à savoir les SMS. Autrefois, nous n'avions pas le droit
d'envoyer des SMS. C'était l'armée seule qui avait le droit de s'en servir, et le journal qui dépendait de l'armée, le journal du 26 septembre, qui était la propriété de la famille d'Ali Abdallah Saleh, et donc aucun yéménite ne pouvait se servir de ce type de message. On ne pouvait pas envoyer des informations à travers les SMS. Je ne vous parle même pas des autres médias. Il nous était très difficile d'y accéder. Donc, nous avons enfin pu bénéficier de ce service, à savoir les services d'information à travers les SMS. Et donc nous, dans notre organisation, Journalistes sans frontières, donc au niveau national au Yémen, nous avons joué un rôle assez actif pour pouvoir enfin utiliser ce type de service, envoyer donc des informations par SMS pour les faire parvenir à plus de 100 000 personnes. C'était un grand pas à l'école. Le pouvoir en est devenu fou littéralement. Le régime de Saleh nous en a empêchés deux fois on a été menacés. À la base, ce qui nous importe, c'est le droit des hommes et des femmes à recevoir les informations, à avoir accès à l'information. Les gens sont inactifs s'ils ne sont pas au courant, s'ils ne sont pas informés. Une fois que l'information arrive, que ce soit à travers des SMS, que ce soit à travers les chaînes de télévision, par exemple, et je pense d'ailleurs à ce propos que Al Jazeera, la chaîne Al Jazeera, a joué un rôle tout à fait intéressant et très actif, parce que cette chaîne a changé le concept des chaînes d'information arabes. Parce que jusque-là, jusqu'à l'arrivée d'Al Jazeera, le seul objectif des chaînes de télévision, c'était simplement de présenter donc ce genre de programme qui permet aux gens d'oublier un peu les difficultés de la vie, de penser à autre chose. C'était surtout ce rôle que jouaient les télévisions. Quand Al Jazeera est arrivé, ça a tout changé. Je pense que cela contribue assez activement à augmenter le niveau de la communication entre les gens aussi. On prend l'exemple de la Tunisie maintenant. En Tunisie, il était interdit de se rassembler à 3 personnes ou plus. Il était impossible d'être plus de 3 personnes quelque part. Mais c'est grâce aux médias sociaux, c'est grâce à Facebook et à Twitter que ces personnes ont trouvé enfin une opportunité de se rassembler et de se partager des idées, des rêves. Il manquait ce moyen. Lorsque ce moyen est arrivé, donc je parle de Facebook et Twitter, eh bien, il a été possible d'en faire quelque chose. Au Yémen, les choses étaient différentes. Avant la révolution, on a utilisé donc le service d'information par SMS. Entre 2006 surtout et 2009, en 2007, notamment, tous les mardis, on a envoyé des messages appelant toutes les personnes qui recevaient donc ces messages à se rassembler sur une place qu'on avait appelée la place de la liberté, où on se réunissait pour la liberté d'expression. Et aussi, on défendait le droit des personnes, des individus, à posséder, à être propriétaires de médias, puisque c'était quelque chose de très difficile, en fait, au Yémen. On a voulu préparer le terrain, si l'on peut dire. On a voulu préparer le terrain pour cette révolution du 14 janvier 2011. Donc l'utilisation des médias finalement pour faciliter pas uniquement la liberté d'expression mais également pour permettre et faciliter la liberté de réunion. Tout à fait. On s'est servi de nombreux médias avant la révolution du jasmin, la révolution tunisienne. On utilisait donc les médias traditionnels, mais lorsque la révolution a éclaté en Tunisie, on a commencé aussi à utiliser Facebook et Twitter de plus en plus. Et mes amis de partout dans le monde me disaient « Tawakkol, votre révolution, elle va échouer parce que vous avez une population à 50% analphabète, vous n'utilisez pas Facebook et Twitter, donc il est impossible que vous parveniez à faire réussir cette révolution comme ça a été le cas en Tunisie et en Égypte. » Et moi je leur disais « On n'a pas besoin de Facebook et de Twitter pour faire réussir notre révolution, on va sortir dans la rue
et les gens se rassembleront autour de nous. Mais c'est vrai quand même que ces médias sociaux nous ont été très utiles. Les deux types de médias, comme je l'ai dit, donc traditionnels et Facebook et Twitter d'autre part. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Facebook et Twitter ont joué un rôle également après la chute du régime ou après que les gens soient sortis dans les rues. En fait, on a invité les jeunes, les étudiants, puisque ce sont eux en majorité qui utilisent Facebook et Twitter, on les appelait donc à sortir. Et c'est vrai que le nombre d'utilisateurs d'Internet ou de Facebook et de Twitter est moins important qu'en Égypte ou qu'en Tunisie, par exemple. Mais c'est grâce à cet outil que nous avons pu remplir ces places publiques, les places de la liberté, comme je les ai appelées. C'est ainsi qu'ils se sont rassemblés sur ces places et qu'ils ont diffusé des messages sur ces places publiques. Il y a aussi des personnes qui ont appris sur ces places à utiliser Facebook et Twitter. C'était vraiment une expérience extraordinaire, même après la chute de Saleh. Donc pour nous, ces médias sociaux sont arrivés surtout après l'éclatement de la révolution et pas avant. Et effectivement, ça a joué un rôle fondamental dans toutes les révolutions du printemps arabe. Autre idée intéressante de la manière dont les médias sociaux peuvent ensuite continuer de jouer un rôle pour faire évoluer les démocraties. Tawakkol, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à une autre partie du monde, si vous le voulez bien, l'Azerbaïdjan, où là aussi, l'on a connu une transformation des médias, une évolution similaire à celle que l'on retrouve dans d'autres parties du monde, mais pas toujours avec les mêmes enjeux, défis dans toutes les parties du monde. Alors, je me demandais si M. Eynoula Fatoulayev, si vous pouviez nous dire ce qui, à votre avis, est le rôle des institutions internationales. Quel rôle ces institutions peuvent-elles jouer pour garantir la liberté d'expression, la démocratie et pour contribuer à protéger les journalistes d'ailleurs avec l'évolution. Je sais que vous avez une expérience très personnelle de cette situation. Je vous remercie. Il est intéressant de passer du Moyen-Orient à l'Azerbaïdjan. Alors, le sujet aujourd'hui, le thème de notre débat aujourd'hui, c'est la responsabilité des médias et au sein de nos sociétés démocratiques. Mais si vous regardez les participants et les intervenants aujourd'hui et le forum en général, eh bien, je crois qu'il serait peut-être plus judicieux de parler de responsabilité des médias dans les sociétés non démocratique. Je ne parle pas des représentants de Facebook ni de mon voisin de ma voisine qui protège nos droits en Azerbaïdjan et dans les pays voisins. Pourquoi est-ce que j'insiste sur des sociétés non démocratiques? Eh bien parce qu'il est difficile pour moi de juger de la responsabilité des médias dans une société démocratique, car je n'ai tout simplement jamais vécu dans une société démocratique. Mais je suis un homme qui, pendant plusieurs décennies, a vécu dans une société non démocratique. Je suis un journaliste qui a consacré sa vie au journalisme, à la mission de base des journalistes. Et pour parler de l'évolution dans nos pays, je peux vous parler de la responsabilité des médias, mais pas dans une société démocratique. Je peux en parler dans une société qui n'est pas libre. Il est difficile d'imaginer comment un journaliste travaille dans une société non démocratique, lorsque la société, lorsque l'État n'est pas transparent, lorsque la corruption est passée d'un problème à un système. Dans notre pays, la corruption, c'est une sorte de pyramide du pouvoir. C'est pas simplement un problème en Azerbaïdjan, c'est le système, la corruption. Et je suis certain que les journalistes des pays occidentaux ne pourraient tout simplement pas travailler dans une situation comme la nôtre. Un journaliste occidental, eh bien, ne dirait probablement pas la vérité parce qu'il sait qu'il met en péril sa liberté, voire sa vie. Un journaliste occidental
pourrait éventuellement être un journaliste de l'État ou de structure de l'État, car nous n'avons pas d'économie de marché ni d'économie libre. Notre secteur privé est contrôlé par l'État, lui aussi. Et c'est la raison pour laquelle la collaboration avec les journalistes, la collaboration avec les médias est très particulière. Dans notre pays, l'information commerciale, elle a le même statut qu'un secret d'État, malheureusement. Et après un changement récent de législation, le Conseil de l'Europe a déclaré dans une déclaration spéciale suite à cette évolution conservatrice de notre législation, que cela était à l'encontre de nos principes. C'est une modification qui a été apportée il y a 5 mois à peu près. En d'autres termes, si un journaliste dans notre pays a des informations sur une entreprise commerciale particulière qui relève des services publics, eh bien, il n'a ni le droit de vérifier ni de réfuter cette information. En vertu de la législation, une société commerciale peut refuser de fournir des informations pour protéger la société. Comment est-ce qu'un journaliste, dans une situation comme celle-là, peut-il poursuivre son activité professionnelle ou faire son travail d'investigation comme il doit le faire dans une situation comme celle-là? C'est ça la question. Il convient de tenir compte du fait que si votre activité n'est pas approuvée par le gouvernement, que si l'on estime que vous avez outrepassé votre autorité ou votre activité, vous pouvez être interpellé et accusé, mais de chefs d'accusation les plus absurdes qui soient. Imaginez par exemple, et je vais vous faire part de ma propre expérience, on m'a traité de toxicomane, de hooligan, de terroriste, de xénophobe, vous risquez d'être attaqué la nuit lorsque vous rentrez chez vous, vous risquez d'être assassiné dans la rue. Et vous parliez de quoi en fait à cette époque, au moment où vous avez été menacé et accusé? Eh bien, je ne faisais que réfléchir un petit peu à la situation dans mon pays. Je faisais une réflexion, j'ai lancé une réflexion sur l'activité d'officiels, je décrivais le pouvoir, son degré de corruption. En fait, je décrivais une réalité post-soviétique, tout simplement. Et ça, c'était pourquoi? C'était pour un journal? En fait, lorsque vous avez été arrêté, vous écriviez pour un journal, n'est-ce pas? Oui, oui, pour un journal. Oui, pour un journal uniquement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je souhaite décrire un petit peu le processus de transition de médias nationaux traditionnels aux réseaux sociaux, à l'avènement de Facebook et des médias sociaux dans notre pays. Ce qui permet de jouer, finalement, permet aux médias sociaux de jouer le rôle que devraient jouer les médias traditionnels. Alors, dans ce contexte-là, la profession de journaliste, elle disparaît dans notre pays. Personne ne veut être journaliste parce que vous mettez en péril votre liberté, votre vie. C'est une profession qui est terriblement impopulaire en raison de son extraordinaire responsabilité. Même parmi les jeunes. Oui, oui, même parmi les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle la nouvelle génération, les jeunes, ont commencé à se tourner vers Internet et on voit apparaître d'ailleurs de nouvelles formations de médias en Azerbaïdjan, une nouvelle génération finalement d'utilisateurs des médias qui intègrent aussi des journalistes traditionnels. Sur Internet, sur Facebook, vous voyez déjà des médias traditionnels qui finalement utilisent ces réseaux sociaux et qui en font une sorte de réseau général, simplement parce que c'est le seul moyen pour nous d'exprimer notre avis. On ne peut pas exprimer un avis dans un journal. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le grand public, et certainement pour les autorités au pouvoir, les moyens de communication de masse, on les trouve dans les journaux uniquement. Ils n'ont pas compris qu'il y a aussi beaucoup d'idées qui circulent sur Internet. Pour eux, Internet, ce n'est pas un moyen de communication de masse. Ils croient que c'est un mécanisme différent. Donc ce sont vraiment les jeunes, si j'ai bien compris, ce sont les jeunes qui ont accès à Internet et qui arrivent à y lire les messages qui apparaissent. Oui, tout à fait. Et à mon avis,
L'expérience du Moyen-Orient, des pays arabes, a été une démonstration, une illustration pour mon pays, mais pour d'autres pays également, qu'en fait, c'est une occasion nouvelle à saisir pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer la position du grand public et finalement un défi pour notre époque. Alors je vous pose une question. Vous avez parlé des médias, de la façon dont ils ont réagi. Maintenant, ma question, c'est de savoir comment le gouvernement réagit-il. Le gouvernement a l'habitude de contrôler les médias, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'eux font face à Facebook? Vous avez dit il y a quelque temps que Facebook est devenu le média le plus populaire en Azerbaïdjan. Oui, puisque nous avons près de 1 million d'Azerbaïdjanais qui utilisent Facebook, voire plus même. Et des journalistes très connus qui critiquent la politique du gouvernement. Ces journalistes ont déjà créé un journal via Facebook. Donc c'est très intéressant. Et puis l'opposition ou ceux qui ne peuvent pas recevoir des informations objectives de la part des chaînes de télévision qui sont totalement contrôlées par le gouvernement, et bien ces personnes-là, la base qui s'oppose au régime, a compris qu'elles pouvaient obtenir des informations réelles via Facebook et via les réseaux sociaux. Donc c'est finalement un nouveau moyen d'accès à l'information dans notre vie politique. Et vous avez raison, cela est vrai dans de nombreuses parties du monde, mais comme tout nouvelle situation, eh bien, cela crée de nouvelles responsabilités, cela crée des enjeux nouveaux pour les utilisateurs, certes, mais également pour les gouvernements. Et c'est la raison pour laquelle l'impact de ces réseaux sociaux sur la démocratie est énorme. Nous avons justement un représentant de Facebook, Elizabeth Linda, qui est à ma gauche et qui, elle, traite avec les gouvernements, puisqu'elle est une sorte d'agent de liaison entre Facebook et différents gouvernements. Et je me demande si, Elisabeth, vous pourriez nous parler des défis pour les gouvernements dans l'avènement de ces médias sociaux et est-ce qu'ils envisagent d'utiliser ces médias sociaux, d'en tirer parti eux aussi, ou est-ce qu'ils se sentent menacés? To be at the heart of so many of these conversations, meeting with government agencies and officials across the Europe, Middle East and Africa region who are grappling with, as you aptly said, both the opportunity that this presents, but also the massive challenges because it all is so new. And there's a question of how do you actually go about training your staff and working as a government towards adapting to this. I'm going to begin by taking us to a source that might seem somewhat out of place in a social media conversation from a Facebook representative. And that's a historian and a deep sea archaeologist, Professor Hale, who has traced the histories of the rise and fall of civilizations in the context of civilizations where their leaders and their governments are willing to open themselves up for counsel amongst the people versus cordon themselves off to come up with their own solutions on their own. And of course, the thesis of all of this to many of us will be quite obvious, which is that the more successful civilizations over time are the ones that involve more inclusive policies that open themselves up to people's opinions and ideas. In fact, the theory goes that the Athenian religion would have lasted at least another couple hundred years had they actually opened up more temples to allow people in. Because in sectioning people off, you create a distance, and of course that creates curiosity, which leads to unrest, which can lead to revolution or finding new alternatives. So all of this is to say that what I find so fascinating about these conversations with government officials is that where do they take this, where they both embrace it without scaring people? In established democracies, our conversations are often about rules that are currently in place. How do you take rules that you've trained your staff in for decades and change them in such a way that they make sense in the 21st century
while still holding true to the values that underpin those rules. So, for example, staff members will be trained at the European Commission as to which exact responses they can use when they pick up the phone and talk to citizens. How do those rules apply when you're running a Facebook page and you have the like button in front of you and you have comments? How do you allow for more free flow of information while still ensuring that you're getting people accurate information? The other question is the theory of the expectations gap. When people are using sites like Facebook and other social media sites to come up with their own solutions for what governments and societies can do for them, how do you insert yourself into that conversation to help be part of that conversation? Again, without scaring people by feeling that you're monitoring or watching them. This is especially true sans effrayer les gens. History of monitoring their people, where newer democracies are trying to say no, dans that's des not pays us. où We're trying to be la helpful, we're trying surveillance to était de involve mise et les ourselves in nouvelles these démocraties conversations. And we essaient want de to se do that distancer effectively. de ces We have to be traditions, there, but de then we dire don't want to scare people by nous being voulons in être these présents mais forums. sans, And I find sans that a effrayer les particularly gens. fascinating Et je crois debate. qu'il s'agit d'un I think the débat final et d'un document défi I would actually réellement point to, if passionnant. some people in the room maybe haven't seen it, Et is j'attirerai votre called the attention Budva sur la And this is a group déclaration of de Budva. Je ne sais Southeastern pas si vous European connaissez cette countries, déclaration. that Un got together, groupe de communications pays managers, to d'Europe, discuss the de l'Est et du Sud that will, qui underpin their ont discuté communication d'un certain nombre de principes qui vont sous-tendre leur stratégie de communication. Est-ce qu'il s'agit de représentants de gouvernement? Oui, ils représentent les gouvernements centraux des pays d'Europe orientale et l'Europe du Sud, certains, par exemple le Monténégro. Et ce document consacre un certain nombre de principes qui régiront la communication entre les gouvernements et les citoyens. À l'heure actuelle, il me semble que en fait, ces idées sont beaucoup plus progressistes que les idées traditionnelles, car en fait, ils font un grand bond en avant. On passe de 1.0 à 3.0 sans transition. C'est un projet adopté au mois de septembre, donc c'est vraiment quelque chose de tout récent. Donc, les défis foisonnent, les discussions aussi, mais ce qui m'encourage, c'est le fait que ces discussions ont lieu. Je n'ai encore jamais rencontré qui que ce soit un représentant d'une démocratie ou non, qui ne souhaite pas en débattre. Et débattre de la question de comment on peut relever ces défis. On pourrait aussi poser la question de savoir est-ce que l'on peut se permettre de ne pas en délibérer à l'ère actuelle, qu'on le souhaite ou non. C'est une discussion inéluctable. Cela peut certainement favoriser l'essor de la démocratie. Comme vous l'avez dit, en fait, les médias sociaux sont apparus bien souvent dans le sillage de la démocratie. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à votre voisin. Nous avons parlé du rôle que jouent les gouvernements et les médias en ce qui concerne la liberté d'expression. Récemment, nous avons été témoins d'un certain nombre d'exemples très clairs concernant le rôle de la religion, la liberté d'expression dans ce domaine et différentes conceptions quant à ce qui est excessif, ce qui va trop loin, comment maîtriser le débat et le rôle que jouent les médias sociaux et la liberté d'expression dans ce dialogue. Monsieur Moez Masoud vient d'Égypte, il est chef de file religieux, militant, je crois 1,4 million de partisans sur Facebook. Vous voyez l'influence qu'il exerce. Peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots concernant cette notion, le rôle de la religion et de la liberté d'expression. Comment les médias et la discussion publique peuvent-ils faciliter, favoriser de nouvelles idées et favoriser une meilleure compréhension du rôle que joue la religion ou les médias sociaux
lorsque l'on aborde la question de la religion. Et comment délimiter la liberté d'expression? Car la liberté d'expression pour une personne peut porter atteinte ou être considérée comme injurieux par d'autres. Bonjour, merci de cette introduction. Eh bien, Melissa, il me semble qu'il nous faut encore une fois nous inspirer de la philosophie, à l'instar de ma collègue, prendre un peu de recul. Je citerai Immanuel Kant, qui a en quelque sorte anticipé le fait que dans le cadre de la mondialisation, des révolutions technologiques des transports, des communications, eh bien, il y a de plus en plus d'échanges que l'on n'imaginait pas par le passé. Et nous vivons des moments réellement exceptionnels. Et nous n'avons pas de référence de précédent en la matière pour ces échanges interculturel. Il est normal que nous vivions une période d'essai, qu'une culture essaye d'imposer son point de vue à d'autres et qu'une autre culture réagisse violemment. Et c'est regrettable parce que l'on a porté atteinte à quelque chose de vraiment sacré de son point de vue. Comme Kant l'a dit, la réaction à la mondialisation consisterait à faire que les gens se referment sur eux, sur leur idéologie, s'accrochent à cette idéologie pour se protéger. Et c'est assez normal. Et en fait, l'identité de toute personne se résume à ses valeurs, à la manière dont ces personnes comprennent le monde. Je crois qu'il est important de faire preuve de rigueur et en même temps de franchise, d'honnêteté intellectuelle, très sincèrement, sans être trop simpliste. Nous devons tenter, chaque personne doit tenter de comprendre les points de départ, les principes fondamentaux des autres cultures. C'est un exercice indispensable, pragmatique. Et pour en venir aux médias, notre première intervenante, le Nobel de la paix, a utilisé le mot ya'lam en arabe pour décrire les médias. Mais d'un point de vue étymologique, ya'lam, cela veut dire informer, faire connaître. Ya'lam. Et le contraire serait un terme qui signifie maintenir dans l'ignorance. À mon sens, donc, notamment dans la langue arabe, les médias sont synonymes de communiquer et de ne pas induire en erreur. Et la tromperie ne passe pas forcément par les mots. Il peut s'agir de préjugés, que ces préjugés soient délibérés ou non. L'on peut déshumaniser certains aspects ou intentionnellement insérer son point de vue, son récit dans un reportage. Bon, là, je me réfère plutôt à la télévision. Le journalisme joue un rôle crucial quand il s'agit de façonner la manière dont les uns et les autres se perçoivent. Du point de vue de l'anglais, le terme média est plus neutre, un vecteur, un moyen de communication. Et alors, l'avènement de la télévision, certains ont protesté. Je n'aurais jamais été d'accord avec eux, mais je comprends leur point de vue. Pour eux, ils avaient peur que la télévision serait utilisée pour induire les gens en erreur, pour communiquer des informations erronées, comme cela peut parfois être le cas de Fox TV ou d'autres chaînes qui parfois ne disent pas toute la vérité. Alors, le lien entre les médias et le pluriculturalisme, c'est essentiel si l'on veut donner à la démocratie une dimension universelle. Et pour cela, il faut adopter une approche pluriculturelle. Il faut exhorter les médias
En fin de compte, ce sont des personnes, des individus. Les exhorter à ne pas être trop simplistes lorsqu'ils décrivent les peuples et leur combat pour la liberté, par exemple, ce qui me semble être bien souvent décrit de façon inexacte dans les médias. Et je pense que ce n'est pas délibéré. Je ne porte aucun jugement, mais il faut dire ce qui est. Il s'agit de préjugés. On occulte le réel débat qui a lieu dans le monde musulman, non pas le monde arabe, mais parmi les musulmans. Un réel débat entre une interprétation qu'on peut qualifier de normative, axée sur les valeurs traditionnelles, pluriculturelles, axée sur la notion extraite du Coran. Taharov, nous sommes tous d'une même espèce, quoiqu'en étant extrêmement divers. Être ouvert, souhaiter se familiariser avec les autres, ne pas souhaiter que l'on soit tous uniformes. Et puis il y a l'autre courant, une interprétation bien plus radicale, extrémiste, et il y a un réel conflit entre ces deux interprétations de l'islam. Et quand je suis à l'étranger, il me semble que mes collègues étrangers ont toujours l'impression qu'il n'y a qu'un seul choix entre l'islam et la laïcité. Mais tel n'est pas le cas, et j'en suis tellement convaincue que j'ai consacré une thèse entière pour insister sur ce fait, sur le plan universitaire. Non, si vous me permettez juste de vous interrompre, j'en ai discuté avec le secrétaire général, et je crois que hier, lors de la cérémonie d'ouverture, on a abordé la question. Pendant de longues années, il y a eu une violence sectaire en Irlande du Nord et personne ne parlait de terrorisme chrétien. Et pourtant, on caractérise la violence dans le monde arabe de terrorisme islamiste. Et on a parlé du danger de faire l'amalgame entre ces deux notions et comment l'impact que cela peut avoir sur notre compréhension de ceux qui sont à l'origine de cette violence. Oui, en effet, cela crée un réel malentendu, car en fin de compte, les personnes ne peuvent pas faire un tri entre toutes ces informations qui façonnent leur compréhension du monde. Comme Larry Mitchell l'a dit, les faits ne s'inscrivent pas dans un vide. Nous informons, nous réunissons des informations qui complètent l'aperçu que nous avons déjà, ou l'idée que nous avons déjà du monde. Et je crois que les images véhiculées par les médias partout, y compris dans mon pays, en Occident, dans le monde entier, ne sont pas des images constructives, ni d'ailleurs qui correspondent à la vérité. Alors oui, bien entendu, il y a eu récemment ce film, ces caricatures, on en parle beaucoup à la télévision, en direct, on voit des images sont plus susceptibles de montage. Et quelqu'un a parlé de l'Ouest comme étant un bloc monolithique. Et je trouve ça extrêmement frustrant, mais c'était très difficile d'intervenir parce que j'aurais pu exprimer ma colère et dire, en tant que responsable, je me sens responsable, je ne peux pas accepter une telle manière de s'exprimer. Évidemment, cela s'inscrivait dans un contexte religieux. Il était question du prophète Mohammed. Et je me suis tournée vers l'animateur et j'ai dû en fait insister, j'ai dû simplement prier que l'on ne me qualifie pas d'agent des États-Unis, même si effectivement un Américain aurait pu le dire, mais c'était la vérité. The Prophet Muhammad does not generalize. The Prophet Muhammad does not generalize. And you'd be surprised the tons of emails and tweets from people who that was a paradigm shift for. En fait, c'était un modèle radicalement différent. Donc on pourrait en dire encore beaucoup plus. Mais pour conclure cette première intervention, je dirais qu'il est essentiel pour les médias, et ce de façon générale, de comprendre la différence entre le sectarisme et la laïcité. J'espère que ce n'est pas mon téléphone. Et la frustration qui anime de nombreux Arabes lorsque l'on entend
parler de changement. Nous souhaitons vraiment inaugurer une ère post-coloniale. Nous ne souhaitons plus subir la dictature. Nous savons très bien que nous sommes confrontés à des problèmes. Nous sommes bien conscients du fait que nous n'avons pas encore identifié une option viable qui pourrait remplacer un État laïque. Et je retourne la question, encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais je me tourne vers les continents qui ont adopté ces démocraties libérales, laïques, avec des interprétations différentes. On m'a demandé récemment, est-ce que l'islam peut tolérer le libéralisme? Et j'expliquerai, oui, certaines interprétations, la plupart des interprétations de l'islam sont tout à fait compatibles avec bon nombre d'aspects d'interprétation de l'approche libérale. Mais après, je pose la question inverse. Est-ce que les libéraux, la pensée libérale peut, elle, tolérer la différence? Et je crois que cette question-là est fondamentale quand on aspire à instaurer une démocratie universelle, pluriculturelle. Et lorsqu'on réfléchit au rôle des médias, il y a des raisons très convaincantes. Enfin, l'on peut identifier une intolérance vis-à-vis de la différence quand il s'agit de légiférer, de passer des examens à ceux qui aspirent à devenir citoyens. Que pensez-vous d'une femme qui se promène en public non accompagnée? C'est manifestement une question orientée vers les musulmans. Donc, il est grand temps que dans les médias aussi, l'on pose ces questions sincères si l'on aspire à réellement faire de la démocratie une valeur universelle. Vous avez abordé une question importante et intéressante qui est justement la question de la responsabilité, la nécessité de rendre des comptes. C'est-à-dire que les médias doivent rendre des comptes, mais les médias évoluent également. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, les organisations avaient un petit rédacteur en chef, un conseil de rédaction et puis des décisions qui étaient prises et puis des personnes qui étaient responsables de ces décisions. Dans les médias sociaux, qui est responsable? Qui doit rendre des comptes? Et ce sont des organismes comme le Conseil de l'Europe ou des entités de cette nature comme celle que dirige Gillian York qui vont faire en sorte que les médias sociaux et ces sociétés sont responsables et assument leurs responsabilités. Gillian, est-ce que vous pourriez justement nous parler de la responsabilité des médias? Qui exige de ces nouveaux groupes de médias qu'ils rendent des comptes? Qui exige qu'ils prennent leurs responsabilités? Et quel rôle ces médias jouent-ils? Ces personnes qui n'ont pas forcément une compréhension profonde de l'islam, contrairement à vous, et qui ne vont pas forcément engager des consultations sur ce point. Je vous remercie. J'aimerais revenir en arrière un petit moment, si vous voulez bien, mais je vous répondrai tout à l'heure. J'ai été fascinée par ce que vient de dire mon collègue, M. Massoud. Une des choses qui, à mon avis, manque très souvent, et notamment dans tout débat sur les incidents qui se sont déroulés récemment sur les dessins et ce film insultant, je trouve, sur le prophète, c'est la différence entre la responsabilité individuelle et le respect par opposition à la légalité, c'est-à-dire ce que nous devrions faire par opposition à ce qui est autorisé. Et si l'on réfléchit à ce que nous devrions faire, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que cette vidéo, vous savez à quelle vidéo je fais référence, eh bien moi j'ai trouvé qu'elle était insultante et pourtant je ne suis pas musulmane. J'ai regardé le petit film sur YouTube et très honnêtement je me suis dit mais quel est l'imbécile qui a créé ça? Qui
pourrait faire une chose pareille, si ce n'est pour provoquer. Mais d'un autre côté, si vous regardez ce qui est autorisé, ce qui est légal, j'ai rédigé un article pour CNN cette jour-là, j'ai dit que cela relève de la liberté d'expression qui est protégée, c'est quelque chose qui ne doit pas faire l'objet de censure. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons j'ai cette position. 3 points essentiels pour justifier l'absence de censure par un gouvernement, et je parle vraiment de blasphème et de discours de haine. Mes arguments sont les suivants. D'abord, j'estime que la censure n'a aucune efficacité, surtout sur Internet. Dans ce cas-là, vous aviez plusieurs gouvernements qui ont demandé à YouTube, par une décision de justice, de bloquer cette vidéo, ou vous avez des gouvernements comme celui de l'Afghanistan qui ont bloqué YouTube tout seul. Ça n'a eu aucun résultat efficace pour plusieurs raisons, parce qu'en Égypte, la vidéo est passée à la télévision. Donc Internet n'avait rien à voir avec cette vidéo au départ. Et puis YouTube, ça n'est pas la seule plateforme qui existe. Et vous avez d'autres plateformes de partage de vidéos que l'on retrouve dans d'autres gouvernements, sur d'autres territoires où l'on a adopté des mesures différentes. Donc si vous vouliez regarder cette vidéo, c'était assez facile. Deuxième remarque, le phénomène que l'on appelle le phénomène Streisand. Vous ne le connaissez peut-être pas, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. En fait, l'actrice Barbara Streisand, il y a quelques années, a eu son domicile photographié par un paparazzi. Elle a essayé d'obtenir une interjonction avant dire droit pour empêcher la publication de cette photographie. Qu'est-ce qui s'est passé? La photo est apparue partout sur Internet et en fait, elle a suscité un effet qui maintenant porte son nom. C'est-à-dire que si vous voulez censurer quelque chose, vous allez en réalité donner plus d'ampleur au phénomène. Troisième point. Je vois que tout le monde est d'accord sur ce que vous venez de dire. Et d'ailleurs, nous l'avons vu récemment avec cette vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure. Si la télévision égyptienne ne l'avait pas diffusée, eh bien, vous n'auriez pas eu d'émeutes en Égypte parce que personne n'avait vu ce film, cette vidéo. Ce film était vraiment nul. Et troisième remarque, je reviens à ma troisième remarque, notamment lorsque l'on parle de ce qui est légal, autorisé par la loi sur Internet, notamment les images d'abus sexuels sur des enfants. Lorsque vous bloquez cela, il y a plusieurs gouvernements européens qui bloquent la pornographie infantile. Ils essayent aussi d'engager des poursuites, mais ils le bloquent pour qu'on ne puisse pas le voir. Alors certes, ça le cache, et c'est vrai que je n'ai pas envie de voir ce type de contenu par accident, très honnêtement, et c'est quelque chose qui est illégal, et il faut poursuivre ces personnes et les traduire devant les tribunaux. Mais le bloquer ne sert à rien. Ça ne fait que mettre un pansement sans que la lésion ne puisse guérir. Donc, je dirais que la seule solution, ce n'est pas la censure, parce que la censure ne fait que le réprimer, ne fait que le cacher finalement, alors qu'en permettant à ce que ces images apparaissent, eh bien, il est plus facile de les réprimer finalement, de les poursuivre. Lorsque l'on parle d'activités vraiment illégales, je pense que c'est important. Oui, mais là, vous m'avez donné alors un argument essentiel, je regarde ma montre, mais vous parlez de censure justement, et si vous le voulez bien, je vais donner la parole à votre voisin, parce que la censure, c'est quelque chose qui, pour ce monsieur de Turquie, Kadri Gürsel, c'est quelque chose dont il peut parler. Parce que la censure, même dans les médias traditionnels, sans même parler d'Internet, c'est quelque chose qui a posé problème. Et Kadri Gürsel, vous pouvez peut-être nous parler du rôle de la censure et notamment le rôle du gouvernement dans ce contexte-là. Est-ce que le gouvernement doit être plus actif ou pas? Merci beaucoup. Vous savez, notre problème en Turquie, ce n'est pas un problème classique de censure, c'est plutôt le problème de l'autocensure. Et l'autocensure, c'est un problème difficile, douloureux. Et c'est vraiment une interrogation majeure que nous devons affronter. Il y a des journalistes qui ont été licenciés, des journalistes jetés en prison. Mais la pire atteinte à la liberté de la presse en Turquie, c'est ce problème de l'autocensure. Et c'est le résultat d'une lutte
de pouvoir entre la nouvelle élite au pouvoir et l'ancienne. Vous voulez dire les élites politiques ou journalistiques? Non, les élites politiques. Mais cela touche beaucoup les médias en Turquie. Lorsque j'ai été invité à m'exprimer dans ce panel, je suis venu avec un texte écrit dans ma poche. Je vais en lire quelques passages, si vous le permettez. Et il y avait une question tout à fait remarquable formulée dans cette invitation. Comment les gouvernements et les organisations internationales peuvent-elles protéger les médias activement ou sans les toucher? Hands-on ou hands-off? Le thème est très attirant, mais c'est une question délicate. C'est une question difficile, mais il est inévitable d'affronter ce dilemme. Je crois que, en tant que professionnels des médias, nous devons dire ce que nous avons à dire tout de suite dans les premiers paragraphes. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Et je pense que vous pouvez deviner la réponse que je ferai à cette question, mais j'aimerais approcher ce dilemme sous un angle un peu différent. S'il y avait ici un politicien turc, il donnerait sa propre réponse à ce dilemme, hands-on ou hands-off, pas touche ou s'immiscer. Qu'est-ce qu'il répondrait? Il répondrait sans doute hands-off, pas touche, n'interférez pas, ne vous ingérez pas, car si vous le faites, il y aura un retour de bâton, faire pression sur la Turquie risquerait d'être contre-productif, etc. Et à ce moment-là, ma propre réponse, eh bien, c'est hands-on, c'est-à-dire que je voudrais qu'il y ait davantage de pression sur la Turquie pour la liberté de la presse. En tant que journaliste, je préside aussi dans mon pays le comité national de l'IPI. Donc cette approche plus active, plus dynamique, plus interventionniste en Turquie, est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce que ça va vraiment aider à plus long terme? Tout d'abord, le gouvernement turc ne doit tenir compte des critiques internationales. Il n'est pas immunisé contre ces critiques. Les nouvelles élites politiques, les entrepreneurs en Turquie sont vulnérables à la critique. Ils sont préoccupés par leur image dans le reste du monde. S'ils sont dans une situation paradoxale, en quelque sorte, même s'ils... Je dirais que leur point faible, le point faible du gouvernement turc, c'est justement cette image à l'étranger. C'est cela qui est leur point faible dans leur volonté de museler ou de contrôler la presse. Les dirigeants turcs ne sont pas isolationnistes. Ils sont beaucoup plus dépendants du monde extérieur. La classe d'entrepreneurs, la bourgeoisie anatolienne, comme on dit, veut faire des affaires dans le monde entier. Elle veut être reconnue, les élites turques veulent être respectées. Ils sont en quête de légitimité, de reconnaissance, et ils l'ont obtenu dans une certaine mesure. Et maintenant, ils doivent protéger ce nouveau statut, le sauvegarder. Et dans ce contexte, le facteur image est très important. Et ces nouveaux dirigeants sont beaucoup plus conscients que ceux qui les ont précédés du fait que la liberté de la presse est une valeur extrêmement importante pour la communauté internationale parmi les nations démocratiques. Donc ils sont très conscients des avantages que retire leur pays en étant considéré par les autres comme un pays démocratique. Être moins démocratique, ça veut dire que l'on exerce moins
de pouvoir, avoir moins de liberté de la presse. Cela signifie pour eux avoir moins de légitimité, avoir moins de prestige. Cette préoccupation en termes d'image a été à réduire jusqu'ici le nombre de journalistes emprisonnés. S'ils étaient une centaine, voici encore un an, ils sont 80 à peu près à l'heure actuelle et peut-être un peu moins, grâce aux pressions exercées de l'extérieur du pays, grâce aux pressions internationales. Il y a eu des cas célèbres de journalistes que vous connaissez sans doute tous, qui ont été emprisonnés. On a pu les faire sortir de prison grâce à ces pressions internationales et grâce à cette préoccupation des autorités turques à l'égard de leur propre image. Ceux qui ont été libérés à ce jour, ce sont ceux pour lesquels les organisations de médias internationaux ont fait campagne internationale, et aussi des nouveaux récits qui sont apparus dans la presse internationale sur des journalistes jetés en prison, plus les déclarations critiques de grandes figures internationales respectées sur ces questions. Tout cela a permis de faire prendre conscience aux nouvelles élites turques du fait que leur image était écornée en raison de ces atteintes à la liberté de la presse dans leur pays. Je voudrais ajouter encore une dimension à ce problème d'image. Nous avons besoin d'un certain interventionnisme pour protéger notre liberté de la presse parce que, à l'intérieur du pays, par tradition, historiquement, ces traditions sont faibles et elles ont besoin donc d'être renforcées de l'extérieur pour conforter cette liberté de la presse. Merci. Merci beaucoup. Nous en venons à notre dernier orateur et ensuite nous prendrons des questions dans la salle. Nous allons parler maintenant de la Syrie. J'ai ici une personne qui n'a sans doute pas besoin d'être présentée, Annie Faisal. Vous pourriez peut-être nous dire un mot de l'idée suivante. Comment faire comprendre au monde la situation actuelle en Syrie pour accroître la liberté d'expression? Quel impact avez-vous eu jusqu'ici sur la situation à l'intérieur de la Syrie aujourd'hui? إن ما نراه الآن على الساحة السورية ليس هو نتاج سنة أو سنتين أو يوم أو يومين، إنه نتاج 50 عاما من الدكتاتورية. 50 عاما من الدكتاتورية قد أسست جمهورية خاصة بها وليست كبقية الجمهوريات الكلاسيكية المعروفة. One second. We have problems with our translation. Are you able to get the Arabic translation? Yes? Okay. Est-ce que vous avez l'interprétation? Je vais vous redonner la parole. Nous n'allons pas perdre de temps. Nous allons peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre. Peut-être que nous allons donner la parole à quelqu'un pour qu'il pose une question. Ensuite, nous revenons vers vous. We're going to start actually with the very first question from Twitter, and then you in the audience. I will come back to you. Do we have a... Okay, we don't have one right now. Number 59. Alors, je donne la parole à la personne assise au siège 59. Nous avons très peu de temps, donc je vous prie de vous en tenir à une seule question. Je voudrais simplement savoir où voyez-vous la correspondance? Car en Égypte, par exemple, pendant la Révolution, il y avait des reportages extrêmement subjectifs et je ne sais pas si en tant que correspondant c'est une bonne chose que de donner une vision subjective. Adressez-vous cette question à une personne en particulier? Non, à toute personne qui souhaiterait répondre.
Yes, I was going to say, because a journalistic question. Yeah, I mean, I can, if you want, I can. If you, it will be because it's a reality of the Middle East. It will be maybe C'est une réalité too du... easy, yes, to answer. Back at you. What do you mean by Je voudrais vous renvoyer la question. Que voulez-vous dire par subjectif, subjectivité? Si je comprends bien, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait éviter de biaiser les choses, qu'il fallait des récits qui soient objectifs, qui soient équilibrés, équitables. Quel rôle, à vos yeux, à l'ère des médias sociaux, lorsqu'on peut entendre des voix venant de partout? Est-ce que les journalistes ont cette responsabilité de rester toujours froid et objectif, et dans quelle mesure cela joue un rôle dans le dialogue des médias? Je crois que ça mérite une réponse extrêmement brève. L'objectivité parfaite, absolue, c'est un mythe, c'est une utopie. Sur le plan philosophique, cela ne peut exister, ça n'existera jamais. Le commentaire que j'ai fait tout à l'heure sur le fait qu'on ne perçoit pas les faits dans un idéal abstrait, mais que les faits s'inscrivent toujours dans une vision du monde préexistante. Cela sert de réponse à votre question, d'une certaine manière. Mais je crois que sur un plan individuel, un correspondant, un journaliste, quel que soit son poste, quelle que soit sa fonction, doit toujours être vigilant et être conscient de ses propres préjugés, de sa propre vision du monde. S'il s'aperçoit que ces préjugés ont une influence sur son récit, sur le récit des faits, ils doivent à ce moment-là consciemment en tenir compte. Il ne s'agit pas simplement d'attraper, de tenir compte d'une idée préconçue, d'un préjugé, mais c'est adopter une méthode de reportage, éviter en tout cas des méthodes qui risquent de mener à la désinformation et une mésinformation. Et cela rejoint aussi l'idée de la responsabilité, de la transparence. Pour les journalistes traditionnels, cette idée joue un rôle important. Je crois que l'époque où il y avait un seul correspondant est terminée. Il y a maintenant des citoyens journalistes. Tous les correspondants dans le monde entier sont observés par ces citoyens journalistes. S'il y a un correspondant qui fait une erreur, il y a immédiatement quelqu'un d'autre qui va le corriger, qui l'observe. Et qui va dire la vérité. Je vais parler arabe. المشكلة هي تبقى في استراتيجية وسائل الإعلام التي يعني تقوم ببث هذه الأخبار في السياسات الإعلامية التي تقوم بوسائل الإعلام التي تبث تلك الأخبار المغلوطة فالمسألة Ces médias qui transmettent donc de... Est-ce qu'on entend l'interprétation en français? So now all the correspondent is observing by the الصحفي المواطن, by the citizen journalist. Maybe in addition to this, just two sentences. I'm going to go first here and then there. You see, in Azerbaijan, en Azerbaïdjan, la dernière fois, nous avons débattu de cette question, de savoir s'il y avait un passage des responsabilités des journalistes professionnels aux citoyens journalistes. Nous avons essayé d'expliquer à nos lecteurs que, malheureusement, notre société ne comprend pas toujours, ne comprend pas très bien qu'il y a des pressions qui s'exercent. Non pas à cause de ce que nous avons écrit, mais parce que nos sociétés ont porté ces points à notre attention. C'est la raison pour laquelle il faut revoir la formation de journalistes. You say helped maybe to create the responsibility of civilian society too. Et il faut aussi songer aux responsabilités de la société civile. Très rapidement,
Je crois qu'il y a une chose très intéressante que j'ai observée de l'extérieur pendant le printemps arabe, à savoir qu'il y avait tous ces commentateurs occidentaux, et le meilleur exemple sans doute à mes yeux c'est Thomas Friedman, qui disaient certaines choses. On pouvait aussi voir les réactions immédiates à leur propos de Twitter. Il y a 4 ou 5 ans, on se posait toujours la question de savoir si les médias citoyens allaient remplacer les médias traditionnels. Or, ce qui s'est passé au lieu de cela, c'est que, en fait, ils interagissent les uns avec les autres. Yes, of course. A good question solicits many answers. Je crois que cette question d'exercice public de la responsabilité est fondée sur ce nouveau système de poids et contrepoids, en quelque sorte, d'interaction entre les nouveaux médias et les médias traditionnels, les médias conventionnels. Il y a une interaction constante entre les médias sociaux et les médias traditionnels qui aident à rendre cette production d'informations, production de nouvelles de plus en plus ouverte, de plus en plus responsable à l'égard des consommateurs des informations. Je crois que dans ces nouvelles circonstances, une histoire qui serait biaisée ou qui serait fausse ne pourrait plus paraître comme par le passé. Il y aura immédiatement un correctif, une réaction, ce qui permettra de régler le problème grâce à cette interaction avec les médias sociaux. Our translation appears still not. It is back up now? Alors, est-ce qu'on entend bien l'interprétation? Is it back? I haven't checked. The situation in Syria now is so much Right. Okay. Yes, we have our translation back again. Alors, apparemment, l'interprétation fonctionne. Je vais donc redonner la parole. Je vais vous redonner la parole parce que je crois qu'il est très important que vous nous parliez de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Mais d'autre part, toute cette problématique du rôle d'un correspondant est aussi très importante dans ce contexte. En Syrie, il y a eu une telle répression des journalistes traditionnels. C'est par des vidéos clandestines qui ont été filmées qu'on a eu quelques informations à ce sujet. Mais en tant que journaliste, vous devez aussi envoyer votre message vers l'extérieur. Pouvez-vous nous dire quel rôle, à vos yeux, tout cela joue dans la lutte qui se déroule aujourd'hui en Syrie, cette capacité de faire passer le message? Tout d'abord, je vais commencer à parler en tant que caricaturiste. Je pense qu'après la répression des régimes, il y a la répression technologique aujourd'hui, dont nous sommes victimes. Donc, je disais tout à l'heure que le parti Baas, lorsqu'il a pris le pouvoir en Syrie, il y a plus de 50 ans aujourd'hui, a créé une république de la peur. Cette république est née en parallèle avec toutes ces institutions, tous ces ministères. Tout cela est né en même temps. Et donc, on a écrasé la société civile, qui était donc sous le contrôle des services de sécurité. C'est pourquoi les médias aussi ont été contrôlés. C'était naturel. Il y a eu 3 ou 4 phases par lesquelles chaque information, chaque reportage devait passer. Tout d'abord, l'autocensure du journaliste lui-même. Ensuite, le directeur du département, du desk, puis le rédacteur en chef, puis le ministre, puis le palais présidentiel. Et il y avait d'ailleurs des normes sécuritaires très strictes qui permettaient soit d'effacer l'information, d'effacer le journaliste lui-même, si l'on peut dire, de l'emprisonner, de mettre fin à ses jours s'il le fallait. Et donc, c'était une très longue trajectoire par laquelle toutes les informations devaient passer. Je ne peux pas vous raconter en détail la souffrance
que doit endurer chaque journaliste en Syrie, ou que devait endurer chaque journaliste en Syrie pour passer tous ces barbelés. Ce sont des barbelés vraiment, des fils électriques qui sortent dans tous les sens et que chaque journaliste doit enjamber pour pouvoir s'exprimer. Bon. Je vous parle de manière générale des journalistes et puis je vous parlerai de mon expérience personnelle. Certains journalistes tentaient de faire passer l'information en quelques lignes, en très peu de mots en fait. Ils essayaient de faire passer les informations, disons, entre les lignes, en très peu de mots. Donc on essayait de contourner les problèmes, de contourner les obstacles, tant bien que mal. Et c'était ensuite au lecteur d'interpréter. Peut-être que chaque journal aussi, ou chaque rédacteur en chef avait sa propre façon d'interpréter ce qu'écrivaient les journalistes. Ensuite, on peut voir qu'il existe dans notre code pénal des articles absolument aberrants, avec toutes sortes d'accusations que je vous laisse imaginer, qui peuvent faire au final qu'un journaliste arrive à la peine de mort, en fait, à être pendu, si l'on peut dire. Je pense que le journaliste syrien, les journalistes syriens sont des hommes et des femmes qui tous les jours en fait mettent leur vie en péril. Voilà. En ce qui concerne mon expérience personnelle, comme l'a dit une enseignante de l'université de Chicago qui a écrit un livre sur cette république de la peur, et il a consacré 10 pages à mes dessins, à mes caricatures. Elle a parlé donc de la dictature en Syrie sous Hafez el-Assad, donc le père de Bachar el-Assad. Depuis 30 ans, je tente de travailler dans une espèce de cirque. C'est vraiment un cirque médiatique, si l'on peut dire. En Syrie, il faut être un clown pour faire passer les informations. Il faut être vraiment il faut marcher sur un fil, il faut être funambuliste. Et j'essayais donc de représenter la dictature par d'autres personnages. Je ne pouvais pas dessiner le président, je ne pouvais pas dessiner Hafez el-Assad ou son fils. C'était donc ce qu'il fallait faire pour contourner les difficultés, mais je crois que les gens comprenaient bien le message finalement. Ils comprenaient bien ce que je tentais de dire. Je suis restée enfermée dans ce cadre jusqu'à environ 3 mois avant la révolution. Il y a eu un basculement. Je me suis retrouvée dans une situation où j'étais en fait obligée de dessiner précisément les personnages que je voulais représenter, sans plus de symbolisme que ça, parce qu'il fallait briser cette barrière de la peur chez les gens. Vous savez que les caricaturistes, puisqu'ils n'utilisent pas de paroles, puisqu'ils n'utilisent pas de mots en fait, et qu'ils essayent de choisir un langage commun à l'humanité entière, des concepts communs, la dignité, la liberté, l'environnement, je ne sais pas, des concepts qui sont communs à l'humanité entière, eh bien, ces caricatures peuvent être accessibles à absolument tout le monde. C'est ce que j'ai tenté de faire. Je me suis rendu compte que la rue était en ébullition. C'était clair. Il y avait vraiment, c'était le feu sous la cendre. Et il fallait que quelqu'un crève l'abcès, que quelqu'un brise cette barrière de la peur pour que les gens sortent dans la rue. Après 50 ans de peur, après 50 ans de terreur, je ne sais pas comment j'ai fait, mais il y a un autre être, un être différent de moi qui est sorti de mon corps et qui a commencé à dessiner. Et là, j'étais coincée. Je ne pouvais plus rien faire, il fallait que je continue dans ce sens, donc j'ai dessiné Al-Assad, j'ai dessiné les chefs des services de sécurité, je les ai tous dessinés pendant une semaine.
Les gens se disaient que j'étais devenu fou ou que je faisais quelque chose peut-être qui servait des intérêts externes à la Syrie. Mais lorsqu'ils ont compris que j'étais à l'intérieur de la Syrie et que je travaillais depuis la Syrie et non pas pour l'étranger, les gens ont commencé à s'exprimer beaucoup plus clairement. On a commencé à entendre la voix des Syriens dans les cafés, dans les instances publiques. Des messages ont commencé à être envoyés, des coups de fil. Et là, les gens disaient, regardez, mais qu'est-ce qu'il a dessiné, cet homme? Et j'ai donc créé un site sur Internet, avec donc un site à mon nom, en fait, qui a été bloqué pendant un certain temps. Et j'ai vu une quantité de commentaires absolument incroyables sur ce site Internet. J'ai également tenté d'ouvrir un salon, une galerie, puisqu'ils ont fermé en fait mon journal, Doumari, qui était ouvert depuis 2001. Doumari, c'était le nom de ce journal. Ce nom, en fait, c'est un nom qu'on donnait aux personnes qui allumaient le feu, qui éclairaient les villes avant l'invention de l'électricité. Je pensais que ce journal avait pour objectif justement de jeter plus de lumière sur nos vies, d'éclairer nos vies en fait. Eh bien, ils ont fermé mon journal, ils l'ont interdit de publication, ce sont les renseignements en fait qui se sont attaqués à moi. Je suis désolé, mais il est déjà 15 heures et il nous faut encore 10 minutes au moins pour les questions. Donc je crois malheureusement que vous devez conclure. Je suis désolé. Nous avons perdu un peu de temps avec l'interprétation, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions dans la salle qui s'adresseront aussi à vous. Et je crois qu'il est très important de prendre des questions. Alors, nous manquons de temps, donc je vous prie d'être extrêmement bref et de laisser un petit peu de temps à répondre. Je donne la parole aux personnes assises à la place numéro 12. What do you think of WikiLeaks? Que pensez-vous de WikiLeaks dans tout ce contexte de journalisme d'investigation? Alors, que pensons-nous de WikiLeaks? C'est la question dans ce cadre du journalisme d'investigation. Je trouve ça très bien. Et il nous faut davantage de WikiLeaks. C'est l'un de nos droits. Nous avons besoin de WikiLeaks. C'est le droit des gens d'avoir des informations, de disposer des informations. Sans information, il n'y a pas de droit de parole, pas de liberté d'expression. Le droit à l'information, l'accès à l'information, donc c'est extrêmement important. Donc, plus de WikiLeaks, nous avons besoin de WikiLeaks et je remercie le fondateur de WikiLeaks. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui souffrent de la corruption, de la dictature et qui jouent le même rôle que WikiLeaks par Facebook, par Twitter. C'est ça, on a ouvert en quelque sorte, on a créé un précédent. Gillian, je crois que vous avez travaillé sur la question aussi. Oui, je crois que c'est très intéressant parce que, en tant qu'Américaine, lorsqu'on me pose cette question, j'avoue que mon cœur bat un peu plus vite. Et c'est un mauvais signe parce que le fait est que je crains des répercussions de dire ce que je m'apprête à dire, ce qui montre que les libertés civiles dans mon pays sont compromises et c'est vraiment quelque chose que je crois très profondément. Donc je crois qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites avec WikiLeaks, mais ça c'est un autre débat. Mais je crois que donner l'alerte en général, les donneurs d'alerte jouent un rôle très important et c'est quelque chose qui doit se faire à tous les échelons, des gouvernements jusqu'aux hôpitaux. Je sais que les médecins aux États-Unis ont peur des donneurs d'alerte parce qu'ils ont peur des conséquences du fait qu'ils devront travailler différemment, etc., jusqu'aux écoles. Donc je crois que la possibilité de pouvoir s'exprimer, de dire la vérité au pouvoir lorsqu'on voit des faits répréhensibles se produire est absolument impératif. La personne avec le foulard vert. Okay, promise I will not do a speech. Je ne peux pas tenir tout un discours, promis.
Simplement, pour me faire un porte-parole de l'Assemblée des jeunes qui s'est tenue ici ce week-end. Nous avons eu une approche beaucoup plus vaste. Je voudrais juste préciser que les jeunes se sont réunis pendant 2 jours. Voilà, on écoute votre question. Eh bien, bien sûr, nous étions contre toute censure sur Internet. Nous avons aussi parlé de la démocratie électronique et l'éducation électronique pour développer la démocratie. Qu'en pensez-vous? Et puis, une question pour Madame Facebook. Je ne représente pas l'Assemblée des jeunes, je parle en mon propre nom. Comment peut-on assurer le développement de la démocratie par le biais de Facebook, alors que Facebook contribue à faire un État Big Brother comme en 1984 et vend toutes les informations au gouvernement, au FBI et à toutes les organisations que cela intéresse? Merci. Elisabeth, 2 questions, donc la vie privée, l'éducation électronique, la démocratie électronique. C'est vrai que l'éducation électronique et education, c'est directement lié à l'information. Effectivement, c'est une question très intéressante. Quelles sont les relations entre les réseaux sociaux et la démocratie? Il y a eu un dialogue fascinant ces dernières années. Le gouvernement fonctionne de manière ouverte, pourrait-on dire, puisque tout est accessible au niveau du public, mais ce qu'il souhaite, c'est se voir ouvrir le niveau administratif. La question dans le débat, c'est comment peut-on découvrir le contenu de ce qui est caché? Comment y répondre? Comment réagir? Il y a des signes encourageants. Dans le débat sur les médias sociaux et le gouvernement, et dans le débat sur un gouvernement ouvert par rapport à un gouvernement traditionnel, on voit qu'il y a un rapprochement. Pour ce qui est de la vie privée, nous sommes une entreprise privée, nous avons des lignes directrices, des conditions d'usage très précises. S'il y a violation des conditions d'usage, nous réagissons immédiatement parce que nous sommes tenus à ces règles en tant qu'entreprise privée. C'est explicite, c'est clair. Tout usager de Facebook peut afficher ce qu'il veut ou ce qu'elle veut sur Facebook tant que ce contenu respecte les règles d'usage. Si un contenu nous est signalé, nous examinons si les règles font l'objet d'une violation. Si c'est le cas, nous enlevons cela de Facebook. Vous vendez nos informations, dit la jeune fille. Number 160 has a question. 160, une question. Jean-Pierre Richery, je suis membre d'une ONG du Conseil de l'Europe, la Confédération internationale des travailleurs intellectuels, et ex-journaliste Radio France Internationale en Éthiopie pendant la guerre Érythrée-Éthiopie. Je suis très heureux ici au Conseil de l'Europe aujourd'hui d'avoir entendu parler arabe, d'avoir entendu parler de la Syrie, du Yémen que j'ai visité. Ma question sera simple. Et je viens de Tunisie, je suis tunisien et français. A-t-on le droit et quand allons-nous arrêter et imposer aux chefs d'État dictateurs de mettre des journalistes en prison? La liberté d'expression doit être fondamentale. On doit donner l'information, on doit aider le peuple à se sentir démocrate et libre dans une cité, dans un pays où il a le droit de vendre des légumes, où il a le droit d'aller travailler pour ses enfants. Et lorsque le journaliste voit quelque chose qui n'est pas conforme à la vie normale, lorsqu'il fait un reportage politique ou économique ou social, on ne doit pas le mettre en prison. Merci. Okay. Thank you. We also have a question that has been tweeted that we're going to take from here. On a aussi reçu une question par tweet. Have you seen it? Okay. How do the effects of Twitter and Facebook get involved in education schools in Egypt? L'impact des tweets et de Facebook sur les écoles en Égypte.
Je crois que l'expert en la matière serait Wael Mounim. Je crois qu'il était d'ailleurs un concurrent de notre prix Nobel pour ce prix. Colonel El Saïd, la page Facebook, a beaucoup servi en vue du 25 janvier. Peut-être que je pourrais trouver ce tweet et mettre en relation directement le Twitter avec l'expert qui pourrait répondre. Mais je ne sais pas parce que j'ai un autre commentaire à faire au sujet d'autres choses. Mais je ne sais pas ce qui est le plus important. Est-ce que vous m'autorisez à répondre aussi à l'autre question? En 80 secondes, si vous le voulez bien. Je voulais commenter ce qu'avait dit Gillian. Il y avait 3 points dans son intervention. J'ai trouvé ça fascinant au sujet de la liberté d'expression. Logiquement, à partir du moment où on accepte les prémices et puis on s'y perd entre les différentes hypothèses, seule la conclusion devient acceptable. Compte tenu de l'hypothèse de départ, je crois qu'elle avait un raisonnement tout à fait logique et sincère. La seule chose que je voudrais commenter, couvrir de ridicule le prophète Mohammed n'est pas une question de liberté d'expression, absolument pas. La liberté d'expression, c'est toujours un bon prétexte quand on jette l'opprobre sur le prophète. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui n'est pas négociable, c'est quelque chose que je défendrai toujours. Et si c'est cela que vous entendez, alors je suis de votre côté. Mais qu'en est-il si je suis d'une opinion autre? Et c'est là qu'il faut éliminer les fausses dichotomies et poser des questions. Andrew March, dans le New York Times, dans son article « Et alors, que reprochez-vous au blasphème ?», a voulu s'approcher du problème. Et ses arguments sont bons. Par contre, ce que je vais citer a à voir avec une action rationnelle. J'en ai parlé à une psychologue du monde social qui m'a parlé d'intelligence sociale, d'intelligence émotionnelle et de communication du collectif par rapport à l'individuel, mais quel est l'impact sur un enfant? Si un enfant se dit « la société pense que les choses sont comme ça, alors je dois aussi le croire ». À partir du moment où on accepte une telle philosophie, moi c'est quelque chose que jamais je n'imposerai, mais moi ce que je pense c'est pourquoi pas à partir du moment où les choses sont cohérentes. La raison pour laquelle nombre d'Arabes acceptent les choses telles qu'elles sont, il y a des musulmans partout dans le monde, il est clair qu'évidemment c'est une injure à leur identité, ce que peut-être une personne non-croyante ne peut pas comprendre. Deuxièmement, Gillian, il y a l'idée aussi des douleurs du passé qui n'ont rien à voir, bien entendu, avec ces dessins. Mais il y a aussi la question du discours de haine en Europe en particulier et de l'incohérence du discours en réaction. Parce qu'ici, on critique, mais là, on ne critique pas. Alors, soit on censure tout, soit on ne censure rien. Mais le problème dans l'approche ici, c'est que l'offense vient du fait que la réaction a été incohérente. Oui, cela nous ramène à notre discussion sur la démocratie. N'a-t-elle pas besoin de limites et de règles ? Tout comme la liberté d'expression. Gillian, je vous autorise à répondre, mais après, malheureusement, il faudra interrompre parce que nous avons dépassé notre temps. Oui, 30 secondes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on parle de la légalité et de la censure, nous vivons à l'heure actuelle dans un monde où tout est interdépendant. La législation sur le discours de haine en Europe, on traite un groupe particulier ou on traite un autre groupe peut-être, ne sont pas entre eux cohérents. Pour moi, la réponse est aucune censure. Et la meilleure réponse, la réponse la plus cohérente, c'est de ne pas choisir quel groupe sera traité comme ci et quel groupe sera traité comme ça. Tout le monde doit être traité sur pied d'égalité. Donc, il faut une responsabilité collective, alors qu'au titre de la loi, il faut autoriser tout discours. Nous ne voulons pas non plus qu'il y ait de loi contre la liberté d'expression. Nous ne voulons aucune règle ou aucune contrainte qui empêche la liberté d'expression. Ce que nous demandons, c'est que ces libertés soient vraiment sans plafond, sans limite. Toutefois, il est nécessaire de diffuser
une culture de pacte d'honneur, peut-être, qui renforce la responsabilité individuelle et notamment la responsabilité de respecter les religions et de respecter les cultures. Il ne faut pas que cela soit en contradiction avec la liberté d'expression qui est vraiment la colonne vertébrale de la démocratie. D'autre part, je voudrais dire, en ce qui concerne les caricatures et aussi le film qui a été fait sur le prophète, certes, ce film m'a vraiment heurté personnellement. C'était vraiment, comment vous dire, c'était un film dégoûtant littéralement pour de nombreuses nations, pour de nombreux peuples, pour de nombreux groupes. Toutefois, il y a eu aussi des campagnes qui ont été menées par ce qui reste des anciens régimes, notamment le régime Saleh et le régime Moubarak. Ceux-là ont encouragé les populations à partir manifester violemment. Oui, il y a eu des manifestations qui ont été violentes, qui ont dégénéré. Peut-être que les manifestations en soi sont aussi une expression, un droit en fait. On a le droit de s'exprimer à travers des manifestations. Mais d'anciens régimes en ont profité pour pousser à la violence. C'est ce qui s'est déroulé en Égypte. Des sommes d'argent ont été payées à des manifestants pour qu'ils aillent envahir l'ambassade. La même chose au Yémen. Ceux qui ont ouvert les portes de l'ambassade américaine pour que les manifestants rentrent, eh bien, c'était les services de sécurité qui sont dirigés par les cousins de Saleh. Donc, on est d'accord. Il y a une liberté de la presse, une liberté de l'expression, certes. Il ne faut pas qu'il y ait de contraintes et en même temps, il faut qu'on diffuse une culture du respect, une culture d'acceptation de l'autre, de compréhension de l'autre. Oui, je ne puis qu'être d'accord. I want to commend Dick Gordon, for example, from Dick The Story Gordon, with NPR, who interviewed me. And du like Gillian, for a Story moment there, m'a I thought interviewé. that whatever I was Et going to comme say, Gillian, half of it pendant was un going to instant, go. je me suis dit, Right, le problème, c'est que la moitié de ce que je viens de dire ne va même pas figurer, ça va être censuré. J'ai parlé de l'Irak, de la Palestine, d'Israël, j'ai parlé de beaucoup de problèmes. J'ai également dit que plus de 90% des personnes qui avaient répondu au sondage qu'est-ce qui est le plus insultant au prophète, ce qui s'est passé en Libye, la mort de l'ambassadeur, ou bien les caricatures. Plus de 90% ont dit ce qui s'est passé en Libye. Je l'ai cité et il l'a dit. Il a répété mes propos. Et je crois que c'est ce type de responsabilité qui va nous rapprocher d'un monde multiculturel. Il y a aussi la question de savoir ce qui va nous rapprocher d'un monde plus réussi, meilleur. Et je crois que c'est ce type d'occasion, ce type de débat, de discussion. Je regrette pour celles et ceux qui avaient des questions à poser de ne pas vous avoir entendu par manque de temps. Merci aussi à ceux qui ont parlé, merci aux panélistes et je vous invite à continuer de vous exprimer et de continuer votre combat aux quatre coins du monde.